D'inhumation, le meurtrier a pris la fuite après avoir commis son forfait. Un récit d'Abdoulaye Wanyonga. Un nouveau cas de meurtre a été enregistré encore une fois dans la banlieue dakaroise. C'est le jeune homme du nom de Sidi Fall, charretier, qui a été poignardé à mort selon le certificat d'inhumation établi. Contrairement à la thèse de l'étranglement qui a été évoquée par certains médias. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi vers les coups de 0 heure à côté du lycée Limamoulaye. C'est à la suite d'une dispute entre les deux hommes que le meurtrier a donné des coups de poignard à sa victime. Le coupable s'est ensuite fondu dans la nature après avoir commis son forfait. Le corps sans vie a été retrouvé par les habitants du quartier. Ces derniers ont vite alerté la police et les sapeurs-pompiers. Le corps a été conduit à l'hôpital. C'est à la suite que le rapport médical a démontré que le jeune homme a été poignardé par son meurtrier. C'est d'ailleurs ce qui a été mentionné dans le certificat d'inhumation selon une source proche du dossier. Une enquête a été ouverte par la police de Guédiawaye pour retrouver le véritable coupable. A signalé que la victime Sidi Fall est un habitant du quartier Bagdad dans la commune de Thiaroye-Kao. Sa famille est actuellement sous le choc. À Saint-Louis, les habitants du quartier cité Vauvert ne dorment plus du sommeil du juste. Une série inédite de cambriolages est notée ces derniers jours. Une bande de malfaiteurs sème la terreur chez les riverains gambidjagnes. Au chapitre des faits divers, le quartier de la cité Vauvert de Saint-Louis occupe une place de choix. En effet, entre accidents de la circulation et cambriolages en série, voici le quartier dont les populations sont les plus exposées de la capitale du Nord. Il ne se passe pas pratiquement une semaine en moyenne sans que cambriolage ou accident de la circulation ne vienne rythmer la série de plaintes des riverains. Pas plus tard qu'hier encore, une bande de cambrioleurs a encore frappé après avoir ligoté le vigile d'une boutique à hauteur de la Sogas de Saint-Louis du Sénégal. 48 heures plus tôt, à 25 mètres de là, c'est un immeuble qui a été visité, du matériel de bureau emporté. Quelques semaines plus tôt, pas moins de 3 maisons sont cambriolées au forceps par le même modus operandi. L'actuel directeur de l'hôpital de Saint-Louis a dû quitter le quartier après avoir été 2 fois cambriolé, tandis que l'actuel président de la Linguère de Saint-Louis continue de se barricader après le spectaculaire cambriolage dont il a été victime. Aujourd'hui, sans le dire, les populations s'arment et équipent leurs maisons de caméras de surveillance, à l'instar de Michael Laurent, le patron de SCL dont la société a été cambriolée à Diama et dont les malfaiteurs ont été arrêtés. Mais ici, à la cité Vauvert, la bande de malfrats continue toujours de courir malgré les dizaines de plaintes déposées à la police. Pour ces populations, le terrorisme du cambriolage doit mériter le même traitement que celui de Boko Haram. Ce n'est pas l'honorable député Aminata Gueye qui dira le contraire, elle-même victime de vol d'une importante somme d'argent depuis son déménagement à la cité Vauvert juste il y a quelques jours. Sensibiliser les populations sur la problématique des données à caractère personnel en langue wolof, c'est l'objectif du séminaire tenu à Dakar par la Commission des données personnelles. Au cours de cette rencontre, l'on a dénoncé l'utilisation de plusieurs outils informatiques non conformes à la vie privée, tels que la vidéosurveillance. Selon la présidente de la CDP, l'installation de la vidéosurveillance doit être déclarée avant utilisation. Abdoulaye Ndiaye. La problématique de la sécurité des données à caractère personnel occupe les débats publics. L'heure de la mobilisation a sonné. Elle n'est possible que par la langue wolof. Il y a une loi qui s'appelle la loi pour la protection des données à caractère personnel qui régule toutes ces cette vidéosurveillance. Et nous souhaitions justement aborder particulièrement ce problème-là avec certains corps de métier. Donc, nous savons que certains corps de métier sont plus à l'aise dans la langue wolof. Donc, nous nous sommes dit, si on veut véritablement les atteindre, si on veut véritablement que le courant soit insufflé entre eux et nous allons leur parler
dans la langue où ils sont le plus à l'aise. Au cours de ce séminaire, différents outils informatiques non conformes à la vie privée ont fait l'objet de débats, notamment la vidéosurveillance. Et je le redis encore une fois, si sur la base de la vidéosurveillance, d'une caméra et d'un film tiré d'une vidéosurveillance, un travailleur par exemple était accusé de quelque chose, d'un vol ou autre, il faut que pour que ce film soit une preuve légale, il faut que la caméra ait été déclarée au préalable. Par conséquent, des sanctions pénales et administratives sont prévues par la loi qui régit la CDPI. Sinon, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a des sanctions qui sont prévues. Des sanctions administratives, on leur demande d'enlever ces vidéosurveillances, et des sanctions également pénales peuvent être appliquées. Combattre les déclarations atteintes à la vie privée est l'une des principales missions de la CDPI. D'après la présidente, plus de 200 plaintes ont été déposées sur sa table et son examination suit toujours son. Les germanistes du Sénégal sont dans tous leurs états. Ils se sont donné rendez-vous ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour fustiger la décision du gouvernement de supprimer l'enseignement de la langue allemande à partir de la 4e secondaire. Ils sont d'avis qu'une telle mesure n'est pas conforme aux intérêts pédagogiques et peut entacher les relations entre le Sénégal et l'Allemagne. Djibi Sardioni pour plus de détails. Supprimer l'apprentissage de l'allemand revient à tourner le dos à l'Allemagne, première puissance économique de l'Union européenne. C'est du moins l'avis des germanistes du Sénégal. Selon eux, cette décision n'est pas conforme aux intérêts du Sénégal. Ce n'est pas une décision raisonnable parce que c'est une décision qui est contre la raison. C'est pourquoi j'ai jugé qu'il était temps de s'adresser à M. le Président de la République. C'est une décision qui n'est pas conforme aux intérêts pédagogiques du Sénégal, ni à ses intérêts politiques et culturels. Les Allemands ont, dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Sénégal, contribué à la réalisation de plusieurs projets de grande envergure dans le pays. Par conséquent, cette mesure prise par l'État du Sénégal peut avoir des effets néfastes sur les rapports entre les deux États. Donc ils font énormément d'efforts pour la promotion non seulement de la langue allemande, mais au-delà de la promotion de la langue allemande, ils font beaucoup d'efforts et investissent énormément dans beaucoup de domaines. Comment peut-on faire fi d'une coopération aussi productive et aussi porteuse au nom d'intérêts qu'on ne peut pas comprendre à l'heure où je vous parle de manière rationnelle? Donc il peut y avoir des effets. Pour rappel, l'État du Sénégal a annoncé avoir pris la décision de supprimer dans les collèges l'apprentissage des langues allemandes, russes et italiennes pour promouvoir l'enseignement des sciences. Une décision qui continue d'alimenter le débat chez les germanistes du Sénégal. Depuis 2015, l'hôpital de Ouakam est devenu établissement hospitalier de niveau 2. L'hôpital a mis en place de nouveaux services médicaux pour permettre aux militaires, à leurs familles ainsi qu'aux populations civiles de bénéficier de soins de santé de qualité. Ces infrastructures entrent dans le cadre du projet de montée en puissance des armées initié par le président Macky Sall. L'inauguration de ces locaux a eu lieu ce vendredi et c'était en présence de Nefatim. Ces infrastructures destinées aux services d'imagerie médicale, de pharmacie, à l'unité de soins intensifs et à la maternité devraient permettre d'améliorer le plateau technique de l'hôpital militaire de Ouakam. Les militaires et leurs familles et au-delà des populations civiles pourront avoir des soins de qualité. Cette école qui sera passée du stade infirmier hôpital de Ouakam à celui d'hôpital militaire de Ouakam, hôpital de niveau 2 aujourd'hui, qui permettra de soigner en un temps record tous les militaires malades, tous les militaires blessés, mais qui permet, avec leurs familles naturellement, mais qui permettra aussi de soigner toutes les populations qui sont très importantes, qui sont soit autour donc, de cet hôpital, soit dans tout le pays ou même dans la sous-région. Passé au statut d'établissement militaire de niveau 2 par décret présidentiel le 12 octobre 2015, ces nouvelles infrastructures octroyées à l'hôpital traduisent l'engagement du chef de l'État de mettre en œuvre le projet de montée en puissance des armées dans le domaine des infrastructures, des équipements et des ressources humaines. Les instructions avaient été données pour la montée en puissance des forces armées. Quand on parle de montée en puissance, vous prenez en compte naturellement les ressources humaines, l'équipement, la formation
la construction. Dès l'instant que vous aurez augmenté le nombre de personnel, il est tout à fait normal que ces personnes puissent être soignées dans les meilleures conditions. Pour que ces personnes soient encore plus compétitives. Les populations civiles représentent 80% des consultations et des actes chirurgicaux à l'hôpital militaire de Ouakam. Grâce à ces nouveaux services médicaux, il va offrir des soins de qualité tout en participant fortement aux services hospitaliers publics. Lutte contre la carence en vitamines A et B2, le comité sénégalais pour la fortification des aliments en micronutriments COSFAM mobilise la région de Saint-Louis à travers des projections de films, distribution de plaquettes et échanges avec les populations. Il insiste sur les répercussions dangereuses de la carence des vitamines A et B2 sur l'organisme. Gambidjaï. Le comité sénégalais pour la fortification des aliments en micronutriments COSFAM mobilise la région de Saint-Louis à travers projection de films, distribution de plaquettes et échanges avec les populations. Il insiste sur les répercussions dangereuses de la carence des vitamines A et B2 sur l'organisme. Selon Souleymane Ndiaye, elle peut provoquer la cécité chez l'enfant. Ces carences-là peuvent provoquer la cécité infantile, pour provoquer l'anémie chez les enfants, la croissance aussi des enfants en bas âge est largement entamée par ce manque de nutriments. C'est pourquoi donc, le Sénégal a décidé donc, dans sa politique. Donc le Sénégal donc, depuis 2009 à travers le COSFAM donc, a entrepris de sensibiliser les populations donc, au niveau de ces carences. Le COSFAM a entrepris un certain nombre d'actions dans les départements de Saint-Louis, Podor et Dagana pour approcher les populations et les sensibiliser sur le sujet et bénéficie d'un appui institutionnel au niveau des industriels, des commerçants et des populations. Nous veillons sans cesse à contrôler la conformité du produit. Et à chaque fois qu'on trouve au niveau du circuit de distribution des produits non conformes, nous ne manquons pas, bien entendu, de les retirer. Et au besoin, pour dissuader également ce commerce de produits illicites, nous procédons également, chaque fois que de besoin, à infliger des peines, des sanctions qui sont un peu graduées par rapport à la gravité de l'infraction. Il précise par ailleurs que les produits deviennent dangereux une fois longuement exposés au soleil. Le Sénégal s'est fixé comme objectif d'éradiquer le sida à l'horizon 2030 dans cette croisade contre la maladie. L'Alliance nationale de lutte contre le sida joue pleinement sa partition pour honorer les personnes qui ont toujours soutenu le projet depuis 1994. Une cérémonie de Sargal a été organisée à la mémoire des pères fondateurs de l'ANCS. Mansour Sow. C'est sur ces notes de la chorale Saint-Dominique à la mémoire des illustres disparus que l'ANCS, l'Alliance nationale de lutte contre le sida, a tenu à célébrer ses 22 ans. 22 ans au service de la croisade contre la pandémie du sida. Dans ces moments de communion et de retrouvailles, un regard dans le rétroviseur est obligatoire pour se souvenir des précurseurs, les pères fondateurs de l'ANCS. Cette cérémonie de reconnaissance, de remerciement et de sargal nous permet de nous souvenir des membres qui nous ont accompagnés depuis le début de l'existence de l'ANCS, parce qu'il y a eu des précurseurs qui ont mis sur pied l'ANCS qui est née en 1994 et qui ont travaillé de manière acharnée pour faire de l'ANCS ce que l'ANCS est devenu aujourd'hui. Nous venons donc de loin et l'ANCS a contribué à ce grand pas qualitatif que nous avons eu à faire. Avant l'ANCS, après l'ANCS, beaucoup de personnes nous ont quittés et je voudrais leur rendre hommage. Cette cérémonie de Sargal est un prélude à la 10e Assemblée générale de l'Alliance.
L'ANCS va se muer pour élargir son champ d'action en devenant l'Alliance nationale des communautés pour la santé. Lorsque nous parlons de santé, le VIH est au cœur de la santé, des problèmes de santé. Mais en plus du VIH, nous allons travailler sur des questions de développement, nous allons travailler sur la santé de la reproduction, nous allons travailler sur les questions d'égalité et d'équité de genre. Nous allons également travailler sur des questions d'environnement. L'Alliance nationale de lutte contre le sida a été portée sur les fonds baptismaux en 1994. Au cours de cette cérémonie commémorative, l'ombre des pères fondateurs à l'image de feu Latif Gueye a plané dans cette auguste assemblée. Restons avec le réseau des parlementaires population et développement. Il lutte également contre les mariages précoces et les violences faites aux femmes. Il mène aussi des actions pour réduire le taux de chômage des jeunes. Michel Paukou, directeur région Afrique du programme de planification familiale, s'est confié à Mansour Sow. Aujourd'hui, vous savez que quand vous prenez la région de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, le mariage précoce, c'est-à-dire le mariage avant l'âge de 18 ans, 19 ans, est très élevé. C'est-à-dire que quand vous prenez la proportion des jeunes filles sur 100, vous pouvez trouver des amplitudes de près de 72 filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Il y a des pics, par exemple, dans des pays comme le Niger, il y a des pics dans des pays comme le Tchad. Quand vous prenez tout ce qui est violence sexuelle, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas tourner le dos, surtout quand il y a une situation de crise humanitaire. C'est les femmes qui sont les premières victimes, et avec tout ce qui s'ensuit, les fistules, etc., etc. Quand vous prenez l'emploi des jeunes, c'est encore un autre élément sur lequel il faut mettre l'accent, parce que les politiques économiques, jusque-là, ne favorisent pas, ou du moins n'ont pas pris encore en compte l'emploi des jeunes. Dakar abrite la conférence internationale du réseau des parlementaires population et développement. Ces acteurs affirment que l'Afrique a raté sa transition démographique. Ils estiment par ailleurs que le continent peut sortir de la pauvreté s'il maîtrise sa population. Plus de détails avec Fatou Bintou Diagne. L'Afrique a connu un retard dans sa transition démographique, mais elle peut rompre avec le cercle vicieux de la pauvreté pour entrer définitivement dans l'ère de la prospérité. Toutefois, les risques d'être ancrés dans la pauvreté persistent encore. Celui-là, c'est bel et bien le retard dans la transition démographique vers la baisse des taux de mortalité et de natalité qui sont parmi les plus élevés du monde. L'Afrique se singularise par un rythme d'accroissement démographique estimé à plus de 2,5 fois plus d'important que la moyenne mondiale qui se situe autour de 1,2. Je peux vous dire d'entrée de jeu que s'il y a quelque chose, s'il y a une chose qui tire toutes les autres vers le bas, c'est le poids démographique très fort que cette région. La population africaine est essentiellement jeune et la jeunesse ne doit nullement constituer un fardeau. Elle a la charge de diriger la destinée des pays de demain. Pour cela, les parlementaires ont le rôle à jouer. Avant tout et surtout, un formidable capital pour le développement, les architectes potentiels de la transformation de la société. Les jeunes constituent le potentiel de progrès économique et social qui peut aujourd'hui conduire nos pays sur la voie de l'émergence. Les parlementaires que vous êtes, entendez renforcer votre rôle pour dire aux gouvernants le cri de cœur. Le cri de cœur de ces millions d'adolescentes mariées de force et avant 18 ans. Le cri de cœur de ces femmes dont les besoins en planification familiale sont encore énormes et non satisfaits. Sortir l'Afrique de la pauvreté n'est plus une utopie. Pour y arriver, il faudrait qu'elle effectue sa transition démographique, mais également qu'elle maîtrise sa population.
11e conférence mondiale du réseau des organismes de promotion du commerce, une initiative de l'agence marocaine de promotion des exportations Maroc Export en partenariat avec le Centre de commerce international. C'est la deuxième fois que le royaume chérifien accueille cette rencontre qui se tient une fois tous les 2 ans. L'objectif est de permettre aux petites et moyennes entreprises des pays présents d'accéder plus facilement à de nouveaux marchés et à se développer pour plus d'affaires. El Haj Moussabey, notre envoyé spécial à Marrakech. Les pays sont représentés à cette 11e conférence mondiale du réseau des organismes de promotion du commerce. Cette rencontre qui se tient tous les 2 ans est un cadre de débat sur comment établir une synergie entre les agences de promotion d'exportation. L'Afrique doit monter en puissance à travers un réseau commun et un noyau où tous les organismes doivent mettre en commun leurs informations, leurs compétences et l'accès aux différents marchés. Cette conférence se focalise sur les méga-tendances du commerce international, sur les problématiques et les défis auxquels vont faire face les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Après la 3e édition de cette conférence tenue au Maroc, le royaume chérifien accueille pour sa 2e fois cette rencontre mondiale des OPC. Un choix non fortuit. C'est une reconnaissance du rôle du Maroc dans le commerce mondial au XXIe siècle. Une place qu'elle a gagnée en se focalisant sur la compétitivité, sur la productivité, en attirant beaucoup d'investissements étrangers. Parmi les pays participants à ce rendez-vous biennal figure le Sénégal. Le pays est représenté par son agence de promotion des exportations à CEPEX. Le Sénégal est en train de montrer en exposition virtuelle aujourd'hui les différents points d'investissement au niveau du pays, avec le plan Sénégal émergent d'une certaine manière, les pôles urbains, le parc industriel, le train express régional, mais également la production, qui est une production minière, qui est une production halieutique, qui est une production agricole, qui est une production horticole, qui est également une production artisanale. Les défis environnementaux et technologiques, mais aussi l'implication de l'Afrique dans le marché mondial seront là les grandes questions à débattre. Plus de 150 représentants du réseau mondial des organismes de promotion du commerce, dont 30 pays d'Afrique représentés, prennent part à ce biennale, ici même dans ce somptueux centre international de conférences situé au cœur de Marrakech. 8 membres vont composer la Chambre nationale de litige à la demande de la FIFA, une décision qui vient dans un contexte bien particulier avec le problème des transferts de joueurs, souvent source de tensions dans le football. Le président de cette nouvelle institution entend se pencher très vite sur certains dossiers. Adjara Bonardi. Face aux enjeux économiques qu'engendre l'évolution du football avec les transferts de joueurs, prendre des mesures urgentes s'impose selon la Fédération sénégalaise pour le développement du football local et professionnel. Ainsi, une chambre nationale de litige a été créée en ce sens pour résoudre les désaccords. Et donc il était temps, le moment était venu pour le football sénégalais de mettre en place la chambre nationale de résolution des litiges. Tous les textes ont été actés par la Fédération sénégalaise de football. Le sens qu'on donne, c'est que c'est je crois, le dernier organe qui a été installé par la Fédération sénégalaise de football. Et c'est l'organe qui est chargé de gérer tous les conflits patrimoniaux au niveau de la Fédération, c'est-à-dire tout ce qui a rapport à l'argent, au contrat de travail, etc. etc. C'est une commission très importante puisque c'est là où devront être réglés tous les litiges ayant trait à cet aspect patrimonial dans le football sénégalais. La Chambre est composée de 8 membres parmi lesquels le président au magistrat. Des dossiers urgents sont déjà sur la table et il convient de s'y pencher dans les plus brefs délais. Toutefois, l'avenir de cette Chambre reste une équation selon son patron quand on sait que le mandat du président de la Fédération sénégalaise de football arrive bientôt à son terme. Nous avons un magistrat et un notaire qui donc respectent les textes de la fédération. Ensuite, il y a une composition paritaire, 3 représentants de clubs et 3 représentants des joueurs. Et nous avons essayé, évidemment c'est la fédération qui les nomme,
sur proposition pour les clubs de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Nous avons pris des personnes qui sont des cadres. Donc, bon, les représentants des joueurs qui sont là sont des joueurs qui ont fait toutes leurs humanités dans le football, qui ont un niveau intellectuel qui leur permettent d'appréhender l'ensemble des questions qui sont relatives au contrat. Honnêtement, je n'ai pas pensé à cette question-là, mais je pense que le problème vient du fait que la commission a tardé à être installée. Il appartiendra à la fédération actuelle si elle est reconduite, à l'autre fédération de dire si le mandat doit continuer ou pas. Mais d'ici là, nous allons faire le travail qui nous sera confié. Accélérer les démarches en vue de régler les conflits, telle est la mission de cette chambre désormais au sein de l'instance dirigeante du football à la demande de la FIFA. Pour rappel, elle a été mise en place depuis 2001 par cette dernière et recommandée dans les pays membres afin que les litiges ne soient pas portés au plan international. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous demain à 20h pour la grande édition du soir. À très bientôt.